En ce mois des fiertés, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, les lesbiennes. Évidemment, puisque je suis lesbienne, ça me touche, mais particulièrement la représentation des lesbiennes dans les médias. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Est-ce que vous avez remarqué que très souvent les lesbiennes dans les médias, que ce soit films, livres, séries, peu importe, finissent seules, meurent ou finissent malheureuses, ont des fins tragiques. Que les lesbiennes noires, arabes, masculines sont quasiment absentes des représentations lesbiennes. Et quand des lesbiennes apparaissent dans des films, c'est souvent dans des tragédies, dans des drames, dans des films d'horreur ou en tant qu'antagonistes. Le problème au final, ce n'est même plus tant s'il y a des lesbiennes dans les médias, mais quelles sont celles qui ont le droit d'y être, qui ont le droit d'être représentées et quelles sont celles qui sont toujours invisibilisées. Et aujourd'hui, on va débunk tout ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter la sponsor de cette vidéo. Et le sponsor du jour, c'est la marque Wild. C'est déjà la 3e fois que je vous parle de cette marque. C'est une marque que j'ai découvert il y a quelques mois cet hiver et que j'ai voulu tester puisque la marque m'avait contacté tout simplement. Et ce qui m'a direct intriguée, c'est les déodorants de la marque Wild. Ça m'a intriguée parce que il se trouve que de temps en temps, j'ai des problèmes de transpiration ou je pue. Alors c'est pas tout le temps, je suis pas quelqu'un qui transpire de façon excessive, mais des fois, selon les textures de vêtements que je pouvais mettre, en fait je sentais la transpiration, je puais et je détestais cette sensation-là. Notamment les hauts moulants, j'avais un haut moulant noir que j'adorais mettre mais que je ne mettais quasiment plus. Ou alors quand je le mettais, c'était genre vraiment littéralement un quart d'heure parce qu'après je sentais la moufette. C'était horrible. Donc j'étais très dubitative parce que les déodorants Wild sont sous format, en tout cas ceux que j'ai testés pour la première fois, sous format de stick. Donc tout simplement un stick avec le déodorant comme ça. Et perso, j'étais partisan des déodorants en spray, en aérosol, voilà. Et je sais pas pourquoi j'avais cette croyance que les déodorants stick marchaient moins bien que les déodorants spray pour une raison ou une autre. Bref, du coup j'étais vraiment pas sereine du tout en testant ces déodorants là et je les ai testés chez moi en faisant un effort physique. En fait quand j'ai emménagé ici et que j'ai repeint d'ailleurs ce bureau, j'ai soulevé mon t-shirt pour sentir mes aisselles, c'est pas très glamour mais bon voilà, et je sentais le petit biscuit à la vanille parce que c'était littéralement la senteur de mon déo, c'était Santa's Cookies et c'est là où je me suis dit ok, en fait ces déos là c'est peut-être vraiment quelque chose de dingue. Et depuis, je n'ai jamais porté aucun autre déodorant. Le pull noir qui me faisait puer, je peux le porter mais toute la journée, je n'ai aucun souci. Et ça vraiment, je ne pensais pas du tout que ça pourrait réarriver un jour. Donc bref, tout ça pour vous parler des déodorants Wild, qui sont des déodorants que j'ai 100% adoptés. Et ma petite amie aussi d'ailleurs. Donc ça c'est le sien et ça c'est le mien. La particularité de ces déodorants, c'est que l'étui est rechargeable et qu'en fait le déodorant se présente sous forme de recharge. Comme vous voyez, c'est juste une petite recharge emballée dans du carton. Donc aussi, ça évite le plastique, tout le gaspillage des déodorants qu'on achète et dont on jette l'étui et le produit, etc. Là, on a juste à poser cette recharge dans l'étui et on est tranquille. Et dès que la recharge est vide, on la change, on l'enlève, on en met une nouvelle. Et ça dure un bon mois, même un peu plus pour moi. Et j'en mets tous les jours. Et j'en mets même le soir avant de dormir. Il faut savoir que ces déodorants sont 100% sans aluminium. Et c'est le gros problème que j'avais avec les déodorants que j'utilisais en spray. C'est le fait que très souvent dans ces déos, il y a de l'aluminium. Ce n'est pas bon pour la peau. J'ai déjà eu plein de fois des plaques d'irritation où ma peau pèle et sèche. Les déos Wild sont donc sans aluminium, sans parabènes, à 98% d'origine naturelle, d'ingrédients naturels. Et aussi, ils sont 100% vegan et non testés sur les animaux, ce qui est hyper important pour moi. Et je sais que c'est également important pour vous. Je vais vous montrer en vrai comment se passe le changement d'une recharge, puisque vous voyez que mon déo là, je suis arrivée à la fin de la recharge. Il était grand comme ça de base et là, il est tout petit. On fait pour enlever la fin de la recharge, on prend cette partie là qui est clipsée tout simplement ici, on l'enlève et en vrai il en reste encore plusieurs utilisations là-dedans, mais comme ça je vous montre comment on remet une recharge. Une fois qu'on a enlevé notre recharge, on a juste le bout de l'étui qui est comme ça et on n'a plus qu'à clipser notre nouvelle recharge ici, juste en bas. On l'enfonce bien et voilà, là l'étui est prêt. On n'a plus qu'à remettre cet embout ici et on peut twister et on a notre déo qui remonte. Voilà, c'est hyper simple. Et là, le déo est prêt à être utilisé. Et personnellement, un autre produit de chez Wild que j'utilise au quotidien, c'est évidemment les baumes à lèvres de chez Wild. Celui-ci, c'est celui de ma salle de bain et celui-là de ma table de chevet. Oui, j'en ai mis à ces endroits stratégiques-là. Toute la marque de Wild est sur le principe d'étui avec des recharges. Donc ici, j'ai mon étui rose avec ma petite recharge de baume à lèvres au miel, qui est mon parfum préféré chez Wild. Leurs parfums sont géniaux d'ailleurs et sont adaptés aux saisons. En hiver, on a eu plein de senteurs concernant les gâteaux,
gâteaux du Père Noël, des odeurs assez gourmandes, réconfortantes. Et là en été, on va avoir des odeurs hyper rafraîchissantes, de la coco, du monoï, de la vanille, des fruits, des fleurs. Bref, si ça vous intéresse de tester les déodorants de chez Wild, n'hésitez pas à utiliser le code PECULIARCLUB20 qui vous permettra d'avoir 20% de réduction sur tout le site de Wild. Le lien sera évidemment en barre d'infos et vous aurez également un QR code à l'écran pour que ce soit plus simple. Bref, merci encore à Wild d'avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne à la vidéo. L'une des racines les plus importantes du problème de la représentation des lesbiennes dans les médias, c'est ce qui s'appelle le Hays Code. And a more rigid code of standards is adopted by the studios and enforced by the Will Hays office. The code sets up high standards of performance for motion picture producers. You want entertainment, wholesome, interesting, and vital. Je ne savais même pas, en tant que lesbienne, qui pourtant aime bien se renseigner sur toute la culture lesbienne, ce qu'était le Hays Code, je n'en avais jamais entendu parler. C'est au cours de mes recherches que je suis tombée dessus. Qu'est-ce qu'est le Hays Code? Le Hays Code, c'était un set de lignes directrices qui avait été créé dans les années 1930 et qui est resté en vigueur jusqu'en 1968 et qui a donc été créé par Will Hays avec le soutien de nombreux groupes religieux et Will Hays était un homme politicien des États-Unis plutôt d'extrême droite. Et c'est un peu le Hays Code qui a régi pendant très très longtemps ce qu'on avait le droit de montrer ou non au cinéma hollywoodien. Ce n'était pas une obligation juridique de suivre les codes, les lignes directrices du Hays Code, mais les cinéastes étaient un petit peu forcés de les suivre quand même parce que sinon leurs films étaient à risque d'être boycottés à de très grandes échelles puisque les grands dirigeants derrière avaient énormément de pouvoir sur si un film allait être boycott ou pas. Donc en fait au final ils y étaient un peu forcés. Ce code comportait donc 36 règles destinées aux cinéastes et il visait à limiter la représentation ou la normalisation d'actes, de personnes, de comportements jugés déplaisants, dangereux ou même moralement répréhensibles. La plupart de ces éléments dans le Hays Code étaient généralement acceptés par le grand public parce que tout le monde s'accordait à dire que effectivement montrer de la violence, des crimes trop détaillés, des agressions c'était pas forcément nécessaire dans les films, mais il y avait un élément qui était très controversé dans ce code-là, et dont l'impact se fait encore ressentir aujourd'hui dans le cinéma, c'était la mention de l'interdiction de représenter de la perversion sexuelle. D'ailleurs, je tiens à dire que dans cette vidéo, il y aura plusieurs mots qui seront un peu censurés, ils seront un peu bipés. J'espère que ça vous dérangera pas trop, mais parce que YouTube n'aime pas certains mots, voilà, sinon ma vidéo va être démonétisée, ça va être un peu relou. Ce terme de perversion désignait tout comportement s'écartant de l'ordre naturel, de l'amour, de la sexualité et du genre. Cette interdiction s'appliquait donc à tous les personnages qui étaient attirés par le même genre ou qui avaient une expression de genre ou une identité de genre qui déviait de l'ordre naturel. Donc, toutes les personnes LGBT. La perversion S voulait dire en fait la communauté LGBT à l'époque. Du coup, les cinéastes étaient contraints d'intégrer subtilement les personnages LGBTQ+, à leur projet sans faire ouvertement mention de leur orientation, en utilisant notamment ce qu'on appelle le queer coding. Donc le queer coding, c'est le codage queer, et ça consiste à représenter les personnages LGBT à travers généralement des stéréotypes, des caricatures, et ces personnages-là, un petit peu façonnés par le queer coding, ont souvent le rôle du méchant. Ils sont moralement corrompus. Et il y a en fait énormément d'exemples qui utilisent le queer coding, notamment Ursula dans La Petite Sirène. Ursula était en vérité inspirée d'une drag queen qui s'appelait Divine, qui était une drag queen très connue dans les années 60, 70, 80. Plutôt 70-80 d'ailleurs. Et évidemment, elle joue l'antagoniste de ce film, puisqu'elle a le rôle de voler la merveilleuse voix de la petite sirène. Également le chat du Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles de Disney, qui est sorti en 1951, quelque chose comme ça, et qui en fait n'est pas dit dans le film qu'il est queer, mais il est clairement queer-coded, et il a un rôle d'anti-héros, donc pas forcément de méchant, mais d'un anti-héros quand même. Également le méchant dans Les Super Nanas, Him, je sais pas comment il s'appelle, Him, H-I-M, je connais pas trop les Super Nanas, je vous avoue que j'ai regardé ça en 2005 quand j'étais petite et puis c'est tout, mais qui est littéralement un homme en drague en fait, puisqu'il porte du maquillage, il est habillé avec un tutu rose, il a des talons, des cuissardes aiguilles, enfin avec des talons aiguilles, et il est évidemment le grand méchant des Super Nanas. Et il y a plein d'autres types de personnages qui rentrent dans ce trope du personnage antagoniste queer, mais on en parlera plus tard dans la vidéo. La nudité et la violence ont rapidement été réintégrées dans le cinéma après l'abandon du Hays Code, mais pourtant les personnages LGBT sont restés tabous. Près de 60 ans après l'abolition du Hays Code, on a toujours du mal à représenter des personnages LGBT, à les laisser librement exister sans connaître une fin tragique, sans être un antagoniste, en présentant toute la diversité de la communauté LGBT. Il y a aussi tout cet argumentaire
commentaires dont vous êtes, je pense, tous familiers de oui, mais je trouve qu'en 2026, on essaie trop de nous forcer des personnages LGBT, c'est du forcing, ça fait pas du tout naturel. Alors qu'en fait, il y a une existence entière de décennies, de décennies, de décennies où les personnages LGBT n'avaient pas le droit d'exister et ça ne remonte pas à il y a si longtemps que ça, c'était il y a seulement 60 ans. Et encore aujourd'hui, on fait face à énormément de censure partout dans le monde. Donc non, ce n'est pas naturel d'intégrer des personnages LGBT puisque les personnages LGBT ont toujours existé dans la vraie vie, au même titre que les personnes hétéros. Est-ce que vous avez remarqué qu'énormément de lesbiennes ou de relations lesbiennes dans les films, les livres, les séries, peu importe, finissent mal? Elles ont toujours des fins tragiques. Sachez que ce n'est pas un hasard et que ça porte un nom. C'est le Dead Lesbian Syndrome. Le Dead Lesbian Syndrome qui est également lié au phénomène du Bury Your Gays, donc enterrez vos gays, en gros. C'est un cliché très récurrent dans la représentation des personnages LGBT, où les personnages queer connaissent très très souvent des destins tragiques. Donc ça peut être des chagrins d'amour, des deuils, la folie, des dépressions, des emprisonnements, voire même la mort, notamment par le suicide. Des agressions homophobes, des maladies ou plein d'autres causes, les lesbiennes ne finissent jamais bien et bien plus que les personnages hétéros. Il y a énormément de médias qui tirent profit de la présence des personnages LGBT dans leurs œuvres sans pour autant s'engager dans une véritable intrigue LGBT qui serait représentative de la vie d'une personne LGBTQ+. D'autant plus que de nombreux partenaires de personnages LGBT décédés finissent par retourner dans des relations hétéronormatives. Ou alors on voit énormément de personnages LGBT qui sont tués après avoir accompli un acte en accord avec leur identité LGBT. Et comme dit, il faut savoir que c'est un phénomène qui touche en extrême majorité les personnages femmes queer, donc très souvent les lesbiennes. Selon une étude menée par Autostraddle, qui est un blog et network américain LGBT, parmi tous les personnages lesbiens de série, tout confondu, juste en série, 31% sont mortes et seulement 10% ont eu le droit à une fin heureuse. C'est catastrophique. Un exemple parmi tant d'autres qui représente très très bien ce trope-là de la Dead Lesbian Syndrome, c'est Maya dans Pretty Little Liars. Cette série commence à dater un petit peu, mais je vais vous remettre le contexte. Maya, c'est un personnage secondaire dans cette série-là, du coup, qui est une femme bi, qui est tuée dans la série pour aucune raison. Sa mort n'avait aucun lien avec l'intrigue principale de la série, ni avec sa relation d'ailleurs avec Emily, qui est l'une des protagonistes de la série. Sa mort n'avait absolument aucun but à part celui de choquer. À noter que aucun des personnages masculins, des romances masculines, peu importe dans cette série, même ceux qui ont frôlé la mort, ne sont jamais morts. Voilà. Autre fait notable, mais parmi les 4 personnages principaux de cette série, qui sont donc Spencer, Aria, Anna et Emily, 3 sur les 4 ont eu des relations plutôt stables. Enfin stables, pas forcément, mais des relations longues, avec un seul homme principal généralement sur tout le long de la série. Or, la seule d'entre elles qui est en vérité lesbienne, a eu des relations très différentes avec plein de femmes. À chaque fois ça finissait mal, alors que pourtant elle était un personnage qui était vachement stable, même plus que les autres personnages, les autres protagonistes. Elle était très stable, très équilibrée, mais sa vie romantique était complètement chaotique, alors que pourtant les autres personnages avaient le droit à un happy ending, à des romances hyper romantiques, etc. Ces relations à elle ont été traitées très différemment de comment les relations hétérosexuelles sont traitées, et ça laisse quand même un goût amer quand on regarde cette série et qu'on est une personne lesbienne. Il y a aussi évidemment le fameux film lesbien du portrait de la jeune fille en feu, dont la protagoniste lesbienne finit avec un homme et refoule son identité queer. Ou bien un exemple aussi assez récent qui est The Haunting of Bly Manor, une série d'horreur que j'adore, mais dont l'histoire amoureuse entre Dani et la jardinière finit mal puisque Dani meurt alors qu'elle est le personnage principal. Donc ça rentre encore une fois dans ce syndrome de la lesbienne morte. Plus largement, ce trope montre aussi à quel point les médias ne vont pas développer les storylines des personnages LGBT. Ils n'ont qu'un développement superficiel par rapport aux autres personnages hétéros, et même s'ils font partie du cast principal. Ça me fait penser par exemple à Robin dans Stranger Things qui fait son coming out lesbien, son coming out qui était plutôt cool en vrai je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais dont la relation et le couple est totalement mis au second plan. On voit à peine sa copine Vicky
sa storyline est quasiment complètement zappée, oubliée, alors que pour tous les autres personnages principaux de la série, on voit quand même vachement bien leur intrigue, leur histoire d'amour, etc. Donc c'est dommage. C'est aussi très courant dans les séries de voir par exemple un couple lesbien, mais qui ne va pas du tout être traité de la même façon qu'un couple hétéro, dans leur façon de se montrer leur amour. Par exemple, les séries ne vont pas du tout avoir de problème à montrer des baisers langoureux, à montrer des relations S entre des personnages hétéros, mais par contre, ça va être impossible de montrer ne serait-ce qu'un bisou lesbien entre deux femmes, et je ne parle même pas d'une relation S, voilà, c'est très compliqué, ça me fait penser à Riverdale, où on voyait tout le cast faire des folies, voilà, quand c'était des couples hétéros, mais par contre pour les couples, enfin pour le couple lesbien avec Cheryl Blossom, là c'était beaucoup plus compliqué, et il aura fallu attendre la fin de la série pour voir quelque chose se passer. Bref. Dans certains cas, la mise à l'écart des personnages LGBT peut aussi être une sorte de mécanisme de protection et de survie pour une série, car les émissions qui comportent des personnages LGBT et des intrigues LGBT sont parfois à risque d'être annulées, parce que souvent, selon les dirigeants, il n'y aurait pas un public assez grand qui justifierait de continuer à donner du budget pour une série. En vrai, c'est surtout que ces dirigeants-là sont homophobes. Voilà. Ce phénomène porte aussi un nom, et il porte le nom de Cancel Your Gays, donc cancel t'es gay, qui pointe donc du doigt l'annulation disproportionnée des séries LGBT, contrairement aux séries qui ne le sont pas. Historiquement, le Dead Lesbian Syndrome a servi à promouvoir une idéologie remplie de préjugés autour des personnages LGBT et notamment des personnages lesbiens, en déformant complètement la réalité des expériences vécues par les personnages LGBT, et évidemment ça ne forme pas du tout de représentation saine de personnages LGBT, et ça participe même parfois encore plus à l'invisibilisation des personnages queer. Comme dit, à cause du Hays Code, la représentation des lesbiennes a été largement restreinte par le passé, et de ce fait, l'une des exceptions qui permettait de représenter des lesbiennes un peu en tsum tsum, c'était le genre horrifique, les films d'horreur. Et seulement si la lesbienne représentait l'antagoniste de l'histoire, la méchante lesbienne qui va faire du mal à la jeune fille hétéro. Et il y a quand même plusieurs films d'époque qui ont réussi à un petit peu contourner la censure du lesbianisme à cause de la méconnaissance de la sexualité lesbienne, de la sexualité féminine tout court, qui rendait le lesbianisme complètement impensable et invisible au sein d'une société hétéronormative. Et le trope de film d'horreur qui a été le plus utilisé pour représenter des lesbiennes, c'est évidemment le trope de la vampire lesbienne. Le cas d'école selon moi qui représente bien ça, c'est le film Dracula's Daughter, qui est un film sorti en 1936, donc la fille de Dracula, et qui est considéré comme pionnier dans le fait de représenter une lesbienne à l'écran. C'est l'un des tout premiers films à avoir fait ça. Ce film commence dans l'Angleterre du début des années 1900. Dans une ruelle sombre, la comtesse Maria Zaleska invite une jeune femme, Lily, à venir chez elle pour poser nue pour qu'elle puisse peindre ses tableaux. On peut voir la comtesse qui s'approche lentement de Lily pendant que celle-ci se déshabille, la plongeant dans un état hypnotique, pendant qu'une musique romantique accompagne la scène, éclairée aux chandelles. L'ambiance est évidemment extrêmement ambiguë, romantique, la tension sexuelle est clairement là, pour l'œil avisé en tout cas. Cette scène est l'une des raisons pour laquelle on considère ce film comme pionnier dans la représentation d'une lesbienne, enfin de personnages lesbiens, et de relations saphiques tout court, bien que cette représentation soit légèrement problématique, puisque évidemment elle découle de l'homophobie de l'époque. Les sous-entendus lesbiens du film ont d'ailleurs fortement inquiété le PCA, qui est le Production Code Administration, et notamment son directeur Joseph Breen, qui est l'administrateur qui a été nommé par Hays pour faire appliquer le Hays Code dans le cinéma. Voilà, tout est relié. Et ce Joseph Breen avait demandé à Universal Studios de modifier la séquence entre Maria et Lily la veille du tournage en disant « La scène où Lily pose nue sera modifiée. Elle posera uniquement son cou et ses épaules, sans qu'il ne soit question qu'elle se déshabille ou qu'elle soit dénudée. Toute la séquence sera traitée de manière à éviter toute suggestion de désir sexuel, pervers, de la part de Maria ou de tentative d'agression de sa part sur Lily. » Bon, ça en dit long sur comment on voyait les lesbiennes à l'époque. Perverses sexuelles, agresseuses, voilà, le compte y est. Un article hyper intéressant qui était sorti en 98 dans le Bright Lights Film Journal avait fait une petite analyse sur ce film-là justement pour montrer en quoi la représentation du lesbianisme dans ce film était en fait hyper problématique. Et ils ont notamment pointé du doigt la comparaison implicite dans le film qu'il y a entre le personnage Maria, donc la comtesse vampire, qui cherche à guérir son vampirisme avec l'aide de son psychiatre, avec la position de la psychiatrie de l'époque sur le lesbianisme,
qui évidemment considérait que c'était une maladie mentale. Ça fait donc évidemment penser au fait que ces séances psychiatriques pour guérir de son vampirisme était en réalité une métaphore pour parler de thérapie de conversion. Les déambulations de Maria dans les rues de Londres pour chercher du sang frais de jeunes femmes étaient perçues comme un parallèle de recherche de partenaires sexuels, et ça illustrait parfaitement l'image que se faisait la société de l'époque des lesbiennes comme des sortes de prédatrices sans âme à la recherche de jeunes femmes et bien à pervertir. Sachez que cette représentation négative des lesbiennes perdure encore aujourd'hui avec ce qu'on appelle le trope de la mean lesbian, donc la lesbienne méchante. L'idée du méchant queer à connotation homosexuelle a malheureusement toujours existé et il a toujours été d'ailleurs très populaire et très apprécié dans le cinéma. C'est évidemment très problématique puisque ça associe toujours l'identité queer à la méchanceté, l'animosité, la dangerosité, l'horreur, la prédation, et notamment dans le cas des vampires, mais pas que. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de personnages queer qui sont les méchants de l'histoire parce que ça peut être hyper iconique et hyper stylé, mais il ne faut pas qu'ils soient méchants, qu'ils soient les vilains de l'histoire seulement parce que c'est relié par exemple à leur identité queer, ni ne doivent perpétuer de stéréotypes négatifs sur les personnes queer, évidemment. Pour vous mettre en contexte un peu ce qu'est le trope de la mean lesbienne par excellence. La mean lesbienne, c'est généralement une lesbienne qui est clairement l'antagoniste ou qui est souvent la brute de la protagoniste, qui va un peu la harceler, être méchante, être sarcastique, lui envoyer des pics. Elle déteste tous les hommes qui l'entourent et est extrêmement compétitive. Elle est souvent à la recherche de la popularité, du succès, du pouvoir. C'est un stéréotype qui est généralement assez fréquent chez les personnages lesbiens secondaires plutôt que les personnages principaux, mais qui peut quand même arriver. Certains trouvent parfois du réconfort dans ce trope de la mean lesbienne quand même, parce que généralement les mean lesbiennes, comme dit, ne vont pas du tout s'intéresser aux hommes et ne rien faire pour eux, ce qui peut être considéré un petit peu comme salvateur, mais certains y voient plus de la misogynie qu'autre chose, dans l'idée du coup qu'une femme lesbienne ne peut exister sans avoir d'amertume pour un homme, et que donc les lesbiennes sont forcément beaucoup plus dures, beaucoup plus méchantes, piquantes, que même par exemple les femmes bi. Et ça, c'est évidemment de la lesbophobie. Il n'y a évidemment que les lesbiennes qui ne s'intéressent pas du tout aux hommes puisqu'elles ne sont pas du tout attirées par les hommes. Or les lesbiennes sont souvent pointées du doigt comme méchantes, trop dures, trop hargneuses envers les hommes. Elles ne font pas assez d'efforts pour être gentilles, pour s'intégrer, pour accepter les hommes autour d'elles. Et cette indisponibilité qu'elles ont pour les hommes n'est pas vue comme un choix personnel ou comme juste un acte dû à leur orientation, mais comme juste une sorte de trait de personnalité, elle est juste méchante, donc voilà. C'est quelque chose que j'ai même vu à titre personnel au sein de ma vie, et concernant notamment ma petite amie et moi-même, on a pu déjà me dire que j'étais trop dure, trop méchante, parce que j'étais hargneuse envers les hommes, et si et ça parce que je suis évidemment une féministe très fière de l'être, et également misandre, oui je n'ai pas peur de le dire, et on nous a accusé d'être juste hargneuse, méchante, et si et ça, d'être trop matrixée par la communauté LGBT, etc., etc. Chose qu'on ne me disait pas du tout quand je me considérais bi et pas lesbienne. Donc voilà, c'est top. Ce trope de la mean lesbienne s'est grandement popularisé dans les années 2010 avec l'essor de représentation de personnages LGBT et notamment dans les séries, les films pour adolescents où la fille populaire était très souvent une lesbienne, soit assumée, soit refoulée. Et elles sont dans l'extrême majorité du temps, comme dit, des femmes très séductrices, très belles dans les standards de beauté, très féminines et très méchantes. Comme exemple que j'ai déjà cité tout à l'heure, il y a évidemment Cheryl Blossom dans Riverdale, que j'appréciais de fou quand cette série est sortie. J'étais d'ailleurs une adolescente quand cette série est sortie, qui est la mean girl du lycée par excellence et qui est évidemment lesbienne. Également Jennifer Check dans Jennifer's Body, qui est un film d'horreur. Jennifer n'est pas lesbienne mais bi, mais elle rentre parfaitement dans ce trope de la mean girl du lycée, la plus populaire, la plus belle, la plus séduisante, qui non seulement déteste les hommes, mais en plus va même jusqu'à les dévorer. Et la seule personne qu'elle a affrontée et qu'elle n'a pas su tuer, malgré le fait qu'elle ait des pouvoirs démoniaques, qu'elle soit littéralement un démon, c'est une femme, puisqu'en vérité je pense que Jennifer est lesbienne. Et pour moi, elle rentre même aussi dans le trope de la vampire lesbienne, bien que du coup elle soit une entité démoniaque et pas un vampire, mais voilà, ça rentre clairement dans les mêmes codes. Il y a aussi Regina George, qui est, je pense, la mean girl du lycée la plus iconique de tous les temps dans le cinéma, et qui est donc ouvertement lesbienne dans le récent film Mean Girls, mais dont beaucoup de gens spéculent que même dans le film originel Mean Girls, elle soit aussi lesbienne. Et autre exemple pour finir, Théo dans The Haunting of Hill House, qui est du coup une des protagonistes de la série. Et de toute sa fratrie, elle est la seule à être déjà lesbienne et à être beaucoup plus froide, sarcastique, un peu méchante, renfermée avec tout le monde. Voilà pour le trope de la mean lesbienne.
À votre avis, qu'est-ce que toutes ces représentations de lesbiennes les plus connues du monde ont en commun? Premièrement, Carol, The L Word, But I'm a Cheerleader, Désobéissance, Portrait de la jeune fille en feu, La vie d'Adèle, Chloé, Happiest Season, bref, j'en passe. Toutes les protagonistes de ces films lesbiens sont femmes et blanches. Et ça fait partie, selon moi, du plus gros problème de la représentation des lesbiennes, surtout à notre époque. Mais en fait, de tout temps, il n'y a jamais eu aucune époque où la représentation à ce niveau-là était bien. On a encore trop peu de représentations de lesbiennes qui reflètent l'entièreté de la communauté lesbienne. Où sont passés les butch qui ne sont pas tournés en ridicule dans les films? Par exemple, dans Orange is the New Black, il y a tellement de butch qui sont tournés en ridicule que ça en devient relou. Où sont les dynamiques qui ont toujours existé dans la culture lesbienne, notamment les butch slash femmes, même les butch for butch, qui sont littéralement inexistantes des représentations dans les médias de lesbiennes. Où sont les femmes lesbiennes noires qui peuvent aussi être des femmes et pas que être des studs, des butch, des masques, peu importe. Où sont les lesbiennes arabes, asiatiques? Ces aspects de la réalité lesbienne sont encore beaucoup trop effacés, édulcorés, pour convenir à un public plus large, plus blanc, plus hétérosexuel. D'ailleurs, j'utilise le mot butch, mais je sais que certains ne le connaissent pas. Donc, pour vous expliquer ce qu'est une butch, c'est une lesbienne dont l'expression et le comportement de genre sont généralement plus masculin coded, mais dont l'identité de genre reste féminine. Donc, une femme qui, par exemple, va s'habiller de façon un peu plus masculine coded. Il y a également un équivalent pour les lesbiennes noires qui est le mot stud. D'ailleurs, si vous êtes une masque blanche, vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot stud, c'est réservé aux personnes noires. Parce que même au sein de la communauté LGBT et de la communauté lesbienne spécifiquement, il y a eu énormément de racisme et d'ostracisation des femmes noires, et ça malheureusement c'est visible partout et c'est tragique, et voilà. Les lesbiennes butch ont joué historiquement un rôle hyper important dans l'évolution des dynamiques sociales. À l'époque, l'identité de genre, ça se résumait à quelque chose de très simple, on était soit homme, soit femme. Voilà, c'est tout. Donc de ce fait, pour la société, les butch vivaient et vivent encore dans une sorte d'entre-deux, ce qui mène à des remarques désobligeantes telles que c'est toi qui fais l'homme dans la relation en fait, chose que ma copine s'est déjà pris en remarque tellement de fois parce que c'est une femme masque, une femme lesbienne masque. Ou alors des remarques que je me suis prise en mode mais si t'es attirée par des lesbiennes qui sont hyper masculines, enfin t'es pas vraiment lesbienne, t'es attirée par un demi-homme à la limite, donc c'est quoi l'intérêt? T'es lesbienne mais tu vas pas voir des belles meufs, des meufs hyper bonnes, ça veut dire que ça n'a pas d'intérêt en fait, t'es juste une hétéro qui veut être un peu spéciale. C'est extrêmement frustrant, sachez que je me suis réellement pris ces remarques-là un nombre incalculable de fois dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux, voilà, c'est catastrophique. Et c'est tout simplement le cas parce que les butch représentent une menace pour la société hétéronormative et pour le patriarcat. C'est ce qui fait que parfois on a l'impression que même quand des personnages lesbiens sont représentés dans les médias, ils ne sont en vérité pas vraiment faits pour nous représenter nous les lesbiennes. Ils sont conçus pour les hétéros parce que c'est plus facile à digérer comme ça, plus facile à comprendre, plus facile à désirer aussi. L'expérience authentique d'être lesbienne et la culture lesbienne est donc à ce moment-là complètement effacée. Ça me fait penser par exemple au cas de Alex Vos dans Orange is the New Black, qui est une des deux protagonistes principales, on va dire, de cette histoire. Orange is the New Black est inspiré d'une vraie histoire, et en fait la vraie Alex Vos dans la vraie vie était pas du tout le personnage qu'on voit dans la série et qui est si emblématique et qui a vraiment marqué toute une génération. Alex Vos dans la vraie vie, c'était une lesbienne butch. Une butch de vrai. Or, pour la série, ils ne l'ont évidemment pas représentée en tant que butch. Ils l'ont représentée en tant que femme, donc une lesbienne très féminine, très séductrice, qui rentre également dans le trope de la mine lesbienne, sinon c'est pas drôle. Et les butch qui sont présentes dans cette série-là sont un petit peu des blagues. Elles servent juste à faire des blagues, à être bizarres, à être des prédatrices, à être juste chelou en fait. Voilà. Sauf peut-être une ou deux, en vrai. Donc c'est un peu dommage. Et j'en viens au point qui est selon moi extrêmement prévalent dans la représentation des lesbiennes, c'est l'absence des lesbiennes non blanches dans les médias. Spécifiquement les lesbiennes noires, mais aussi arabes, asiatiques, latinas. Et lorsqu'elles sont représentées, elles subissent énormément de stéréotypes hyper négatifs. Elles sont généralement reléguées à des rôles unidimensionnels et ne servent qu'à mettre en valeur le personnage principal qui est très souvent un personnage blanc, cis et hétéro. D'innombrables films hollywoodiens présentent les femmes noires comme simplement les servantes ou les meilleures amies de la protagoniste blanche, belle, jolie, riche, fragile, féminine qui a besoin du soutien de sa meilleure amie noire. Et c'est un trope qui a notamment été nommé le trope de la black best friend. Donc le trope de la meilleure amie noire. Dans ce trope-là, la femme noire est typiquement la meilleure amie de la femme protagoniste blanche. Elle est drôle, elle est forte, elle est bruyante,
et ce terme-là est important. Elle n'a pas peur de se dire ce qu'elle pense, elle y rentre dedans, et surtout elle manque cruellement de profondeur, d'évolution, et son intrigue est insignifiante si elle n'est pas liée à celle de la protagoniste de l'histoire. Souvent ces personnages servent un petit peu de bouclier pour se protéger des remarques que pourraient subir ces films-là, comme étant des films qui pourraient ne pas être inclusifs, en utilisant le drapeau de la meilleure amie noire pour dire regardez, on est inclusif, on a montré dans ce film-là un personnage noir, voilà, ou une femme noire, de façon relativement positive, alors qu'en fait c'est bourré de préjugés et de stéréotypes. Ça fait par exemple penser au film Clueless avec le personnage de Dion, qui est la meilleure amie de Cher et qui ne sert pas grand chose au film à part être la meilleure amie de Cher. Bien que évidemment ce personnage-là est adoré par énormément de personnes, même évidemment des femmes noires aussi. C'est pas pour dire que ce personnage-là est mauvais, mais il rentre dans cette catégorie-là de femmes noires qui sont juste effacées, uniformisées, à qui on ne donne pas le droit d'avoir de la profondeur, d'avoir une intrigue, d'exister plus que pour être seulement la meilleure amie d'une femme blanche. Les lesbiennes noires sont aussi très souvent catégorisées dans des stéréotypes dont il est difficile de les sortir, notamment le fait que les lesbiennes noires ne peuvent être qu'autre chose que des masques, des studs, renforçant donc le stéréotype qu'une femme noire ne peut pas être douce, féminine, élégante, chic, émotionnelle, délicate, bref, plein de choses qui sont réservées qu'aux femmes blanches. Un trope qui est aussi extrêmement dérangeant, c'est le fait que beaucoup de lesbiennes noires sont présentées comme des prédatrices sexuelles. Voilà, dans beaucoup de représentations de lesbiennes dans les médias. Ça me fait penser encore une fois à Orange is the New Black, où il n'y a pas une seule, je crois, lesbiennes femmes noires, elles sont toutes stud, donc masculines, et beaucoup d'entre elles sont représentées de façon hyper stéréotypée négative, des prédatrices, des agresseuses, des personnes qui vont pas bien mentalement quoi, ou qui font des actes extrêmement répréhensibles. Il y a cependant de rares exceptions, de bonnes représentations de personnages lesbiens noirs. C'est important selon moi d'en citer un dans cette vidéo, bien que je n'ai pas cité d'exemples de trucs positifs à travers le reste de la vidéo, mais tout simplement parce que je pense que les lesbiennes noires sont celles qui sont le plus invisibilisées dans la communauté lesbienne en général et qui subissent le plus de stéréotypes et c'est hyper tragique en fait. Il y a très peu d'exemples de lesbiennes noires et en fait perso c'est quelque chose du coup que je ne pourrais jamais réellement ressentir moi-même puisque je suis blanche et que je peux me ressentir représentée quand même. J'ai des exemples en tête de bonnes représentations de lesbiennes, que ce soit dans des livres ou dans des films dans lesquels je peux m'y associer. Et en fait je me dis mais qu'est-ce que ça doit être quand on est une femme noire lesbienne et qu'on ne trouve aucune bonne représentation mainstream de lesbiennes noires en fait, qui ne rentrent pas dans tous ces stéréotypes là négatifs. Ce film c'est donc The Watermelon Woman qui est sorti en 97 et qui est le premier long métrage ever qui a été réalisé par une lesbienne noire qui s'appelle Cheryl Dunier. Son film met en scène un groupe très diversifié de personnages lesbiens, loin des stéréotypes et des représentations unidimensionnelles des personnages queer. Et ce film évidemment comporte en majorité des personnages queer noirs et c'est donc hyper important et la réalisatrice de ce film avait dit que justement pour elle ça lui tenait à cœur et c'était plus qu'important de les représenter dans son film puisque elle-même est une femme lesbienne noire et qu'elle sait à quel point ces personnes-là, sa communauté, ont été si peu représentées et tant jugées dans leur représentation, les peu de représentations qu'elles ont. Et évidemment, pour les années 90, c'était absolument révolutionnaire de faire un tel film. Beaucoup ont pensé à cette époque-là, du coup, en voyant ce film-là, que ça créerait un déclic qui mènerait à plein d'autres représentations de ce type, et pourtant 20 ans après, eh bien il se trouve que la représentation des femmes lesbiennes noires est toujours tabouisée, stéréotypée, et invisibilisés. Évidemment, les détenteurs de soutien financier pour financer ou aider à pousser des projets, des films comme celui qu'avait fait Cheryl, très souvent ce sont des hommes blancs, hétéros, homophobes, misogynes, racistes. Et évidemment, c'est donc beaucoup plus difficile de faire entendre des projets comme cela. Dernier point pour moi, qui termine et qui clôt cette entre guillemets sainte trinité des pires façons de représenter les lesbiennes ever, c'est le point de l'hypersexualisation. Cette hyper S, je vais appeler ça comme ça pour éviter d'avoir à biper le mot à chaque fois, des personnes lesbiennes n'est pas du tout nouvelle dans l'industrie du cinéma. Je pense à deux films en particulier qui hyper S absolument les lesbiennes dans leurs films. La vie d'Adèle, qui est tristement célèbre pour ça, et Below Her Mouth, qui est moins connu, mais ces deux films détaillent de façon très crue, très presque graphique en fait, les relations S lesbiennes, mais négligent clairement la dimension psychologique de ces personnages-là, et la dimension émotionnelle aussi. En fait, il y a le fait de faire un hyper focus sur ça, et d'une façon
qui est clairement faite par un homme hétéro, c'est problématique, voilà, et c'est dérangeant pour beaucoup de lesbiennes. Et d'ailleurs, par exemple, dans La vie d'Adèle, les 2 actrices qui ont joué dans ce film ont été extrêmement mal à l'aise dans le fait de tourner ces scènes-là. Et en fait, ça donne un goût encore plus amer de se dire que ce film-là, que personnellement je refuse de voir, voilà, je connais évidemment ce film, je connais, voilà, certaines scènes emblématiques ou pas, mais c'est, ouais, ça le rend encore plus dérangeant et amer de se dire que, waouh, c'est une représentation lesbienne qui est devenue hyper mainstream, mais seulement parce qu'en fait, ça a fait kiffer plein d'hommes hétéros de voir 2 femmes comme ça. Et c'est tout, en fait. Je pense qu'aucune femme lesbienne ne sent représentée de façon positive dans ce film-là. Avec cette utilisation de l'hyper-S des relations lesbiennes, des relations queer en général, la frontière devient très mince entre l'inclusion bien intentionnée de personnages LGBT et l'exploitation d'un récit queer à des fins lucratives. À la télé, l'homosexualité féminine est même très souvent utilisée pour booster des audiences, par exemple le fait de mettre un baiser lesbien à la fin d'un épisode ou à la fin d'une saison, peu importe, pour booster les audiences. Les femmes bi, on les représente aussi de façon un peu stéréotypée, en pleine crise identitaire et qui finit en général avec un homme parce qu'en fait au final elle s'est rendue compte que sa phase lesbienne c'était juste elle qui était complètement folle et qui était perdue dans sa vie et ci et ça. La façon dont les médias dépeignent les femmes queer laisse parfois entendre que leur sexualité est éphémère, comme si les relations entre femmes n'étaient pas légitimes, n'étaient pas solides. Je pense là pareil qu'on est plein de femmes lesbiennes à s'être pris des remarques en mode mais ton couple là c'est du sérieux, mais c'est juste une passade, non? Genre là t'es avec une femme et tout mais c'est juste une phase, ça va te passer, tu vas pas te marier avec elle, et même si tu te maries avec quelqu'un on va jamais quand même te prendre au sérieux. Perso j'ai dû faire face à ça, que ce soit parmi des gens dans la vraie vie, des gens même que je connaissais plus ou moins proches, ou des gens sur les réseaux sociaux. Pourtant avec ma copine on se marie l'année prochaine et certains ne nous prennent toujours pas au sérieux et ne nous prendront jamais au sérieux. Et évidemment, comment ne pas aborder le fait que ces idées reçues négatives sur les relations S entre lesbiennes ont été fortement aggravées par la pornographie. La pornographie lesbienne est majoritairement réalisée par des hommes pour les hommes et pas du tout pour les lesbiennes et ne reflète absolument pas la réalité d'une sexualité queer. Je pense que ça c'est un peu clair pour tout le monde. Le type de scénario absolument catastrophique de 2 femmes lesbiennes qui vont avoir un acte S mais qui ne se regardent même pas entre elles-mêmes, qui clairement n'ont aucun désir pour elles mais vont regarder un homme qui est là dans la scène tu sais même pas pourquoi, ou qui regarde le caméraman ou je ne sais quoi. C'est compliqué. Ou qui font des pratiques que absolument aucune lesbienne ne font en vérité. Enfin, c'est fait pour le male gaze tout simplement. Et c'est notamment dû à cette pornographie lesbienne faite par des hommes pour les hommes que la société continue à penser que les lesbiennes sont hypersexuelles, sont nympho, et ça mène à des remarques extrêmement déplacées que sûrement plein de lesbiennes encore une fois ont dû subir. N'hésitez pas à vous déverser dans les commentaires si jamais vous avez subi des remarques, des ci, des ça, peu importe, ça fait du bien d'en parler. Concernant ça, ça m'est arrivé une fois de recaler un mec, il y a 2 ans, un truc comme ça, à qui j'ai dit ouvertement désolé je suis pas intéressée, j'ai une copine. Je me sentais à l'aise de le faire seulement parce qu'on était en pleine journée et entouré de plein de gens, sinon je l'aurais pas fait, j'aurais eu peur, j'aurais menti, j'aurais dit que j'avais un copain, hein. Et ce mec a eu des étoiles dans les yeux, il a dit mais c'est super, invite ta copine, on fait un plan à 3. Et il était sérieux et il a forcé pour me suivre, pour avoir mon numéro, pour avoir mon prénom. Et ça sur les réseaux, je vous laisse imaginer combien de messages j'ai pu avoir à ce sujet. Ou alors des meufs hétéros ou bi, peu importe, qui sont en couple avec des hommes et leur copain leur dit oui mais t'inquiète, tu peux aller faire des trucs avec une fille et tout, c'est pas trompé pour moi. Juste parce qu'en fait ça l'excite, alors que si c'est trompé. Mais l'idée de 2 femmes qui se pécho l'excite donc pour son désir à lui, c'est intéressant que ça se passe. Bref, c'est horrible. Au final, tous ces types de représentations et de stéréotypes donnent l'impression que l'homosexualité, la communauté LGBT, tout ça, ce n'est que réservé aux hommes, à un public masculin. Je me demande tellement à quoi ressembleraient des représentations lesbiennes qui seraient faites par des lesbiennes, pour des lesbiennes, des récits qui ne sont pas faits pour donner envie à des hommes cis blancs, mais qui soient des vraies histoires complexes, belles, joyeuses, authentiques, complexes, et dans lesquelles toutes les lesbiennes, toutes, peuvent se sentir comprises, entendues, vues, écoutées, représentées. Donc, rappelez-vous que si vous voulez représenter une lesbienne dans votre livre,
dans votre film, dans peu importe. Évitez les tropes de la dead lesbienne, qui finit avec un destin tragique. Évitez le trope de la mean lesbienne, parce que pareil, c'est du vu et du revu, et c'est saoulant au bout d'un moment. Évitez le trope de la lesbienne prédatrice. Évitez le trope de la lesbienne temporaire qui ne sait pas où elle va, ne sait pas si en fait elle est lesbienne ou pas, et si et ça, et qui est en fait toujours centrée autour d'un homme. C'est chiant aussi, c'est sympa d'avoir des lesbiennes qui savent qu'elles sont lesbiennes et point en fait. Évitez l'hypersexualisation des lesbiennes. Vous pouvez représenter des relations S entre lesbiennes, mais faites-le de façon éclairée, saine et renseignée. Et évitez de ne représenter que des lesbiennes femmes, blanches, et puis c'est tout. Il y a tout un genre de lesbiennes qui existent, qui ne sont jamais représentées, donc faites-le s'il vous plaît, ça serait cool. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo me semblait importante à faire, c'est un sujet dont j'adore parler avec mes amis, qui sont composés à 90% de lesbiennes ou de bi, voilà, donc c'est super. Je suis amie en vérité qu'avec une seule personne hétéro, donc c'est dire. Non, en vrai, c'était hyper important pour moi d'en parler. C'était une vidéo longue. J'ai pris beaucoup de temps pour faire toutes ces recherches-là et regrouper un peu tous ces points. Mais ça me semblait important de le faire, surtout en ce mois des fiertés, le mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de rajouter des points à cette vidéo, faites-le en commentaire. Si vous avez envie de proposer plein d'idées de films lesbiens déconstruits, n'hésitez pas à le faire aussi en commentaire. Des films ou des livres, des séries, peu importe. Tout type de médias est le bienvenu, même des jeux vidéo, enfin bref, de tout. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.